Je n'ai pas aimé ce qu'il s'est passé hier. Je n'ai pas aimé le fait qu'il y a eu cette riposte, qui a été très forte. Israël a beaucoup largué. Et désormais, Israël a le sentiment qu'il y a une violation, car un missile iranien a atterri en Israël. Je ne suis pas content de l'Iran, mais je ne suis pas content d'Israël non plus. Il faudrait qu'Israël se calme, car il y a eu une mission ce matin. Il faut qu'Israël se calme. Dès que l'accord a été conclu, les Israéliens ont largué une série de bombes, comme je n'en avais jamais vu auparavant. C'est la plus grande salve. Donc je ne suis pas content d'Israël. Je leur dis maintenant, vous avez 12 heures. Vous avez entendu, coup de sang surtout dirigé contre Israël, l'allié donc des Américains. On part tout de suite à Beersheva, dans le sud d'Israël, retrouver nos journalistes sur place, Thomas Misraki et Thibaut Bruck. Bonjour à tous les deux. Coup de pression qui visiblement aurait fonctionné, à en croire le cabinet du Premier ministre Benyamin Netanyahou. En tout cas, c'est peut-être la fin d'un cycle de violence extrême. Regardez ce qui s'est passé ici ce matin. Un immeuble a été frappé par un missile iranien tôt dans la matinée. Alors, vous voyez ici l'arrière de cet immeuble, l'avant de cet immeuble a été complètement pulvérisé. 4 personnes sont mortes. Elles se trouvaient pourtant dans les chambres fortes au moment de la frappe. Une vingtaine d'autres est blessée. Il faut dire que le missile iranien transportait 400 kilos d'explosifs. C'est ce qu'a dit en tout cas le président israélien, qui s'est rendu sur place ici pour constater les dégâts. Cette attaque a eu lieu quelques minutes seulement avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu de Donald Trump. Depuis, effectivement, les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir brisé ce cessez-le-feu. Il y a quelques instants à peine, le président iranien dit être d'accord pour le respecter à condition qu'Israël fasse de même. Israël qui s'est fait taper sur les doigts par le président américain. Donald Trump a appelé directement Benyamin Netanyahou pour lui demander de retenir ses avions envoyés en Iran pour des bombardements. Alors un radar a été détruit, mais les avions sont rentrés. C'est un cessez-le-feu précaire que tente de faire vivre le président américain pour mettre fin aux 12 jours de cette guerre. Merci beaucoup Thomas, donc en direct de Beersheva, là où ont lieu les frappes ce matin. Vous avez raison effectivement de parler de ce cessez-le-feu précaire, mais est-ce que finalement il peut tenir avec les dernières déclarations? Vous venez d'en parler, ce coup de fil entre Benyamin Netanyahou et Donald Trump, et donc Benyamin Netanyahou qui dit qu'effectivement Israël s'est retenu de frapper l'Iran ce matin suite à la demande du président américain. L'analyse de Magali Barthès, éditorialiste international pour LCI, général François Chauvency, consultant géopolitique, et Sébastien Abyss, chercheur associé à l'IRIS, directeur du club Déméter. Est-ce qu'effectivement, Magali, les choses ont un petit peu changé depuis ce matin, où on a l'impression que les deux belligérants montrent là, cet après-midi, de bonne volonté? Alors, ils se sont fait beaucoup taper sur les doigts. On a entendu la colère de Donald Trump avant d'embarquer pour l'Europe, pour le sommet de l'OTAN. Et c'est vrai que c'est l'autorité de Trump, quelque part, qui est mise en question si ce cessez-le-feu est violé. Donc, en tous les cas, il le prend personnellement. Et donc, il a multiplié les coups de téléphone pour s'assurer, en effet, notamment avec Benyamin Netanyahou, que les avions qu'il avait envoyés sur l'Iran allaient finalement taper moins fort que ce qui était prévu initialement par les Israéliens, parce qu'il ne veut pas être déjugé. Là, il est en train d'arriver, il est dans les airs, il arrive tout à l'heure, ce soir à La Haye. Il a un grand dîner reçu par le roi des Pays-Bas avec tous ses homologues de l'OTAN. Il veut évidemment arriver auréolé de sa victoire, de son succès. Et évidemment, ce qui se passe sur le terrain peut l'en empêcher. Donc aujourd'hui, il met une pression maximale, alors sur Israël, sur l'Iran. Puis c'est une façon évidemment aussi de démontrer au peuple américain à quel point il avait raison, que sa stratégie de la paix par la force, le grand slogan de Trump, était la bonne, que ces frappes ont été finalement le coup de grâce. C'est comme ça qu'ils veulent le voir sur le programme nucléaire iranien, ce qui reste évidemment à démontrer. On sait combien tout ça n'est pas du tout, n'est pas vérifié. Mais il veut démontrer à son électorat que c'était pas le début de l'engrenage, pas le début de l'escalade. Et c'est vrai que les tirs que l'on a pu voir de part et d'autre, les lancements de missiles, ça contredisait son narratif. Donc là, il est vraiment occupé à reprendre en main le récit d'un président américain auquel tout le monde obéit au doigt et à l'œil. Exactement. Alors tout le monde, même les Iraniens. Là, on apprend. C'est l'Iran qui annonce la reconstruction des habitations, des sites, des centres touchés par les frappes israéliennes. Est-ce que
cette simple déclaration prouve que l'Iran est persuadé que le cessez-le-feu, effectivement, va marcher. Côté iranien, de toute façon, le régime est un peu acculé depuis une dizaine de jours désormais. C'est vrai qu'il y a un côté un peu profil bas quelque part. On voit que les frappes qui ont eu lieu hier sur le Qatar, le téléphone a sonné, on a prévenu, on a évité d'être dans la surenchère, et on voit que finalement, ce cessez-le-feu annoncé, cette trêve, etc., plus que fragile, puisque de part et d'autre, ça a continué à bombarder. Comme ça vient d'être dit, en fait, côté iranien, forcément, là, on est très attentif aux déclarations de Trump, puisque, visiblement, lui, il est dans la logique d'une opération sur le nucléaire et pas d'une guerre contre l'Iran. La question que, sans doute, beaucoup d'Iraniens aujourd'hui se posent, c'est est-ce que Israël fait une guerre pour changer le régime en Iran, et donc vont pas du tout respecter ce que Washington et la Maison-Blanche indiqueraient de faire, ou est-ce qu'au contraire, même Israël s'arrête à la frontière de ce sujet nucléaire. C'est important de préciser quand même dans ce débat-là qu'on a eu beaucoup de déclarations ces derniers jours sur le respect ou non du droit international par les uns et les autres. Et on a eu le sentiment que côté israélien et états-unien, on expliquait que ces frappes sur le nucléaire étaient vraiment sur ce registre et pas du tout sur un terrain de changement de régime. Pour l'instant, en fait, tout est possible. On voit que depuis 10 jours, d'un jour à l'autre, voire au sein d'une même journée, on a beaucoup de variations d'humeur. Moi, je suis très frappé sur le côté un peu électron libre, sans vouloir métaphorer le sujet nucléaire, mais il y a un côté très électron libre en ce moment. On voit qu'autour de Trump, tout le monde n'est pas complètement aligné. Oui. On voit qu'il y a des déclarations côté gouvernement israélien parfois très dissonante avec le Premier ministre Netanyahou. Côté iranien, là aussi, c'est pas complètement harmonisé. Et puis surtout, on voit que en fonction des humeurs des uns et des autres et des événements d'une journée, tout le monde bouge un peu. Les électrons libres, ils ont besoin d'être refroidis. En ce moment, on a l'impression que c'est la surchauffe générale, y compris dans les états d'esprit. Et sincèrement, moi, je m'interroge beaucoup sur les discussions qui auront lieu cette nuit aux Pays-Bas, parce que peut-être que tout le monde attend Trump, mais est-ce que Trump, lui, va vouloir discuter avec tout le monde ? Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est pas sûr. Bon, on va essayer d'en parler dans un instant, mais juste à l'instant, on parle de Donald Trump. Alors, le président américain est dans l'avion, donc direction l'Europe pour ce sommet de l'OTAN. Il devrait arriver d'ici une heure à peu près, et il parle dans Air Force One. Et l'une de ses dernières déclarations, il dit qu'il s'oppose officiellement à tout changement de régime parce que ce serait le chaos. Donc, contrairement à ce qu'il laissait entendre, ça passe tellement vite, mais hier, je crois, encore hier ou dans la nuit de dimanche à lundi, où il appelait peut-être à un changement de régime, alors là, totalement changement de ton, et s'il prend le contre-pied de lui-même, quoi. C'est du Trump dans le texte, donc c'est comme d'habitude. Maintenant, on revient à un peu plus de raison. De toute façon, quand on regarde un petit peu le monde iranien, quelle est la relève au Mollah ? Quel est le leader politique charismatique qui sera capable de fédérer finalement toutes les aspirations politiques des uns ou des autres avec un peuple qui finalement est sous la dictature depuis bientôt 50 ans, je dirais, donc avec des générations qui n'ont pas connu autre chose, même s'il y a des moments de révolte. Moi, je suis un peu frappé, chaque fois que je rencontre quelqu'un d'origine iranienne, de voir que finalement, ils veulent surtout pas qu'il y ait de guerre en Iran, quel que soit l'objectif. Et que finalement, je ne sens pas des Iraniens prêts à prendre le pouvoir, même s'ils sont contre les mollahs. Donc ça, c'est déjà un premier point. C'est un témoignage personnel, et les contacts que je vois jour après jour ici, d'ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand même, on ne relève pas avec suffisamment de force, quand même, ce qu'ont dit les Iraniens. Nous allons remettre en état nos infrastructures nucléaires. Donc, quand on dit ça, c'est de la provocation vis-à-vis de Trump. Parce que comment Trump peut-il laisser dire et faire, surtout, quelque chose, alors qu'il a lui-même donné l'ordre de frapper les sites les plus importants. Donc, il y a quand même une autre interrogation, outre les négociations qui pourraient éventuellement arriver. Est-ce que Trump peut laisser les Iraniens dire cela et surtout faire cela ? Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donner aux Israéliens l'ordre ou l'autorisation plutôt de frapper ? Je ne le crois pas. Est-ce qu'il ne sera pas obligé finalement de faire comprendre avec un nouveau coup de massue aux Iraniens qu'il a été très clair, on doit aller vers la paix. Alors, il a fait une concession, pas de changement de régime. Ouais. Donc, s'il n'y a pas une concession sans changement de régime, donc vous mettez autour de la table et vous ne reconstruisez pas votre système nucléaire militaire. Et ça, j'ai l'impression que les Iraniens n'ont pas compris. Alors, justement, on va essayer d'aller
comprendre en allant à Téhéran. Siavosh Ghazi est le correspondant France 24 et RFI donc sur place. Expliquez-nous, effectivement, d'un côté, les Iraniens déclarent il y a quelques minutes être prêts, en tout cas c'est le président iranien qui dit que l'Iran est prêt à un cessez-le-feu, et puis de l'autre, il y a ces annonces officielles de reconstruction des habitations et des sites qui ont été frappés par Israël. Oui, donc la déclaration du président Pezeshkian donc va dans le sens des déclarations de son ministre des Affaires étrangères, mais aussi du Conseil suprême de la sécurité nationale. Maintenant, on est dans ces situations de cessez-le-feu, et toutes les déclarations du président Trump, notamment le dernier tweet qu'il a publié sur son réseau social, dans lequel il dit que la Chine peut désormais acheter du pétrole iranien, alors que ça fait partie des sanctions décidées par lui-même, notamment qui ont été renforcées depuis son arrivée au pouvoir, montre qu'on va peut-être vers un changement de situation dans la région, et de relations entre l'Iran et les États-Unis. C'est peut-être ça que le président Trump cherche. C'est un geste important vis-à-vis de l'Iran, parce que la Chine est pratiquement le seul pays qui achète actuellement depuis maintenant plusieurs années du pétrole iranien. Et c'est comme ça que l'économie iranienne tient en place. Et donc, sans la vente du pétrole à la Chine, l'économie aura du mal à se maintenir, même si la situation économique est très difficile. Donc, c'est cela. Alors, la reconstruction des logements détruits, selon des chiffres qui ont été publiés par les autorités iraniennes, il y a, par exemple, 120 logements qui ont été détruits complètement à Téhéran, 500 qui ont été fortement endommagés dans la ville de Téhéran, donc des dégâts très importants, des logements résidentiels qui ont été durement touchés. Des photos circulent sur les réseaux sociaux, par exemple d'Iraniens dont les maisons ont été complètement dévastées par les frappes israéliennes. Donc visiblement, il n'y a pas seulement des frappes sur le site militaire, c'est aussi des frappes qui ont touché directement ou indirectement des zones résidentielles, faisant notamment de nombreux dégâts, mais aussi des victimes, puisque selon le dernier chiffre qui a été publié par les autorités iraniennes, il y a 606 morts, dont un grand nombre de civils, notamment des femmes et des enfants. Par exemple, lors de la frappe d'hier, autour de la prison d'Evin, une employée du ministère de l'énergie qui était sur place pour un des transformateurs qui était également touché, et qui avait provoqué donc la rupture une panne d'électricité dans ce quartier, et elle a été tuée également. Donc il y a beaucoup de sportifs qui ont été tués lors des frappes depuis 12 jours. Maintenant, les autorités veulent passer à autre chose, c'est-à-dire commencer la reconstruction et essayer donc de normaliser autant que possible la situation économique du pays, et aussi encourager les gens à revenir à leur travail.